C'est une zone à laquelle très peu de journalistes ont accès. Après 24 heures de trajet depuis Moscou, nous arrivons à Lugansk, l'une des villes les plus importantes du Donbass, à l'est de l'Ukraine. À chaque coin de rue, nous découvrons des panneaux publicitaires à la gloire de la Russie. La Russie, ce sont des traditions et des valeurs avec lesquelles nous avons grandi. Une Russie juste pour toi et pour la vérité. La Russie a annexé la région de Lugansk en septembre dernier, suite à un référendum non reconnu par la communauté internationale. Et Moscou veut convaincre les habitants que leur avenir russe est le meilleur. Nous, les Russes, Dieu est avec nous. Mais notre chauffeur ukrainien est irrité, lui, par ces affiches. Il préfère rester anonyme car depuis l'année dernière, il risque jusqu'à 15 ans de prison s'il critique la politique du Kremlin. Mais pas que. Je risque d'être jeté dans une cave et de disparaître sans laisser de traces. L'opposition est inexistante ici. Il n'y a que deux possibilités. Soit tu soutiens la Russie, soit tu te tais. Sur cette affiche, la Russie favorise la natalité. Elle promet 5 800 € pour un premier enfant et près de 7 800 pour un deuxième. Des promesses d'une vie meilleure sous le patronage de Vladimir Poutine, qui a justement déclenché sa fameuse opération militaire spéciale, officiellement pour venir en aide à ce territoire placé sous le contrôle des séparatistes pro-russes depuis 2014. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Désormais, Moscou veut aller de l'avant et intégrer à part entière cette zone du Donbass dans la Fédération de Russie. Quand j'ai reçu ce passeport russe à Donetsk, je l'ai pris dans mes mains, j'ai pleuré. Nous sommes allés à la rencontre de ces habitants du Donbass qui vivent désormais sous le contrôle de la Russie. Un territoire plus grand que la Belgique et où de nombreux habitants ont prêté allégeance à Vladimir Poutine. Mon fils est mort pour défendre la patrie, pour qu'on vive en paix. De Lugansk à Donetsk. Merci la France d'avoir donné des munitions à notre ennemi. Et jusqu'à Marioupol, la ville martyre, devenue la vitrine de l'ambition dévorante de Poutine. On nous a attribué un grand appartement, tout ça gratuitement. Reportage dans ce territoire occupé où le Kremlin achète son soutien en déversant des milliards de roubles et qui se russifie à une vitesse effrénée. En plein cœur de Lugansk, 400 000 habitants avant la guerre, nous tombons sur un attroupement devant le département du service des migrations. On y délivre en ce moment un précieux document. Partout dans Lugansk et dans les régions occupées récemment par la Russie, le Kremlin a installé des bureaux qui permettent en quelques jours, quelques semaines, de recevoir un passeport russe. Désormais, avec ce passeport russe, ils ont les mêmes droits que n'importe quel Russe. Bonjour, je suis journaliste français. C'est important pour vous d'obtenir un passeport russe? Oui, bien sûr, on ne peut rien faire sans. Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Maintenant, nous faisons partie de la Russie, donc on doit avoir un passeport russe. Grâce à leur nouveau passeport, les habitants de cette région défavorisée vont pouvoir désormais bénéficier du système de protection sociale russe, percevoir une retraite russe ou encore accéder aux universités russes. C'est un nouveau chapitre qui commence? Nous espérons avoir une meilleure vie, que personne ne nous oppressera, que l'on aura la possibilité de se développer, de prospérer. On estime que 30 000 nouveaux passeports russes sont délivrés chaque mois. Mais certains le refusent, comme notre chauffeur pro-Ukraine. C'est pas mon pays, il a jamais été le mien. Ouais, je vis sous occupation. Mais il risque d'y être contraint. Pour accélérer le processus,
Un décret du Kremlin va bientôt rendre ce passeport obligatoire, sous peine d'être expulsé. Ce territoire du Donbass, historiquement et culturellement proche de la Russie, Moscou le défend ardemment. Les combats continuent de faire rage à une centaine de kilomètres de là. Partout dans les environs, nous croisons de nombreux véhicules de l'armée russe. Ici, un checkpoint. La guerre est meurtrière. 800 soldats russes périraient chaque jour. Un chiffre tabou que le Kremlin refuse de commenter. Pour prendre la mesure du nombre de victimes parmi les militaires, il faut se rendre dans un cimetière. Ici, les allées s'étirent à perte de vue. Sur le promontoire central, les tombes des soldats y sont regroupées. Dans ce cimetière du nord de Lugansk, on vient de créer une deuxième allée des héros. Ces allées des héros existent en Russie et dans le Donbass. On y enterre les soldats, souvent jeunes, qui sont morts au combat aux côtés des troupes russes et pro-russes. Et quotidiennement, les employés de ce cimetière creusent de nouvelles tombes. Ces allées s'allongent. Aujourd'hui encore, 2 jeunes hommes viennent d'être enterrés dans ce cimetière. Ce sont les soldats originaires de la région qui sont inhumés ici. Un peu plus loin, une famille s'affaire. Une veuve et sa belle-mère venues fleurir la tombe de Constantin Tselir. Cet ouvrier de 40 ans s'était volontairement engagé dans l'armée russe cet été. Il ne m'avait même pas prévenu. J'étais au travail quand il s'est engagé sans me dire au revoir. Il s'est fait tuer 5 jours après. Il n'a servi que pendant 5 jours. Il est mort à Severodonetsk. Il a participé à une opération de nettoyage, comme on dit. Ils ont été attaqués. Avec lui, 18 personnes sont mortes d'un seul coup. C'est l'armée russe qui a pris à sa charge les funérailles. Tu as posé des pièces ? J'ai apporté des bonbons. Va les chercher pour les mettre sur la tombe de papa. Des petites offrandes traditionnelles que Yaroslav, le fils de Constantin, s'amuse à disposer sur les tombes. Vous ne lui avez pas raconté ce qui s'est passé? Non, il ne comprend pas tout. Il n'est pas conscient comme nous. Il sait que son père est mort, mais il ne réalise pas. Pour Yulia, c'est la double peine. Elle a perdu son mari, mais aussi le soutien de sa propre famille, qui vit de l'autre côté de la ligne de front. Mes frères vivent à Kharkiv. Mes parents me détestent. Pour eux, je suis une ennemie. Pourquoi? Ils m'ont dit, notre gendre nous tire dans le dos. Ils me haïssent. La famille Tselir est une famille brisée, comme il y en a tant dans ce conflit, d'un côté comme de l'autre. Mais la guerre ne fait pas seulement des victimes parmi les militaires. Elle touche aussi les civils. C'est ce qui va particulièrement nous marquer lors de notre prochaine étape, à Donetsk, à 170 km de là. Dans cette région sécessionniste, où de nombreux habitants se sont battus pour rejoindre la Russie, la route est jalonnée de photos rendant hommage aux héros tombés au champ d'honneur russe. Vladimir Joga, mort le 5 mars 2022. La ligne de front se trouve à 10 km de là. Et ces derniers mois, les tirs de l'armée ukrainienne ont touché le centre-ville.
Nous allons à la rencontre de ces enfants qui jouent sur des ruines. Nos amis habitent dans ce quartier. Les éclats d'obus ont touché l'immeuble d'en face. Les fenêtres ont été soufflées. La maman d'une fille de 13 ans s'est retrouvée sous les décombres. Elle a survécu? Elle n'a pas survécu. Il y a un bouquet de fleurs là-bas. 3 personnes ont perdu la vie dans cette frappe qui a touché cet immeuble il y a 3 mois. Malgré la guerre, les enfants ne veulent pas quitter Donetsk. Non, il fait bon vivre ici, c'est notre ville natale. Même si ça tire souvent. Oui, quand on sera grand, on ira combattre si besoin. Comment ne pas penser autrement quand on a 12 ans et que des bombes tuent des civils? Une haine anti-Ukraine et anti-Occident partagée par de nombreux habitants. Car depuis les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine, les tirs ciblant le centre-ville de Donetsk se sont multipliés. C'est un HIMARS, un missile américain qui est tombé sur cet immeuble. Et pour se rendre compte de la puissance de ces missiles, il faut regarder. Il y a eu 4 étages qui ont été détruits, plus le sous-sol. L'explosion a été tellement intense, tellement forte, qu'on retrouve même une fenêtre pendue dans cet arbre. Dmitri a vu son magasin de meubles soufflé par l'explosion. Selon lui, cette frappe ne visait pas une cible militaire. Elle n'aurait donc jamais dû survenir ici. Non, il n'y avait pas de militaires par ici. Dans ce quartier, il y avait que des bureaux, une pharmacie au rez-de-chaussée, un kiosque à journaux. Il n'y avait pas de militaires. Et il n'y en a jamais eu. C'est ce qu'assène la propagande russe. Mais nous avons pu le constater, il y a bien une base militaire russe juste à côté. Cette frappe a-t-elle visé par erreur ou volontairement des civils? En tout cas, ces morts renforcent la haine contre l'Ukraine et ses alliés. Merci à la France d'avoir fourni des munitions. La France soutient l'Ukraine. C'est triste. Mais le régime de Macron n'a pas besoin de nous. La France a planté un couteau dans le dos de la Russie. Si ces habitants de Donetsk semblent acquis à la cause russe, ce n'est pas le cas de tous dans le Donbass. Sur la mer d'Azov. Et sur notre trajet, partout, des engins de chantier. Moscou considère qu'il faut aussi faire dans le concret, et notamment investir dans des nouvelles routes, dans des autoroutes, pour convaincre les habitants de ces régions que la vie en Russie sera meilleure qu'elle ne l'était au temps de l'Ukraine. Et à Marioupol, la Russie part de loin. Après un siège de 3 mois, les dégâts sont considérables. Au loin, se dessine la silhouette de la triste usine Azovstal. C'est ici que la dernière poche de résistance ukrainienne a été anéantie. À l'origine plus grande pourvoyeuse d'emplois de Marioupol, elle est désormais en cours de démantèlement. Nous entrons dans la ville. Et nous la découvrons détruite à plus de 80%. Plus de 10 000 personnes sont mortes durant les combats. À perte de vue, des maisons dévastées. Quand tout à coup, au milieu des ruines, apparaît un complexe d'immeubles, tout juste sortis de terre. Là, d'autres bâtiments, neufs. Ils ont été construits en quelques mois à peine.
sans même avoir pris le temps d'effacer les séquelles des combats alentours. Partout, des grues, des travaux. Ce qu'on remarque aussi quand on marche dans les rues de Mariupol, c'est que toutes les fenêtres sont les mêmes fenêtres blanches, tout simplement parce que tous les quartiers ont connu des tirs d'artillerie il y a un an. Et un tir d'artillerie, ça explose les fenêtres des immeubles. Donc toutes les fenêtres ont été remplacées. C'est la Russie qui a mis la main à la poche. Vladimir Poutine veut faire de Mariupol la vitrine de sa conquête du Donbass. La ville est désormais gérée par une administration russe et tous les travaux sont financés par le ministère de la Défense russe. Moscou a fait venir des ouvriers en nombre, comme ce maçon en provenance d'Orenbourg, près du Kazakhstan. Quand je suis arrivé ici, on me disait « Tu viens de Russie ?» Ça m'agaçait. Je répondais « Toi aussi, tu viens en Russie maintenant ». Certains habitants n'aiment pas les Russes, ils sont hostiles. Mais nous sommes venus en paix, pour reconstruire. La reconstruction ne fait pas dans le sentimental. Auprès des ruines du théâtre où 400 civils qui s'étaient réfugiés seraient morts bombardés, une fontaine a déjà été reconstruite, comme pour faire place nette, alors même que le quartier est encore inhabité car anéanti. Irina habite un peu plus loin, à l'ouest de la ville. Elle s'est retrouvée au milieu des tirs. Dans la chambre, 2 éclats d'obus ont percé le mur. Quand il y avait des tirs, je me mettais toujours dans ce coin. Les conditions de vie se sont considérablement dégradées, mais Irina ne semble pas affectée. Au contraire, elle vient d'apprendre qu'elle allait être relogée et s'empresse d'annoncer la bonne nouvelle à sa mère. Allô maman, salut. Aujourd'hui, ils nous ont fait une 3e proposition. Avec Dima, nous avons pris la décision que c'était le meilleur choix pour nous. L'appartement se trouve dans l'arrondissement Primorsky, à seulement 2 arrêts de bus de chez nous. Il y a une église juste en face. Il se trouve pas loin du bord de la mer et en face, il y a un parc. Irina et son mari tiennent à nous faire voir leur futur logement, dans lequel ils vivront sans payer de loyer. On nous a attribué un appartement 24 mètres carrés plus grand que l'ancien. Tout ça gratuitement. C'est un appartement neuf, les travaux d'intérieur sont déjà faits, la cuisine est équipée, il y a une cuisinière électrique et un évier. Il n'y a plus qu'à l'aménager. Pour les aider, ils ont reçu en plus une dotation de 100 000 roubles, un peu plus de 1 000 euros. Je suis si heureuse. Dima, viens par là. Même si leur ville a été bombardée, Irina et son mari, de nationalité russe, saluent la générosité du Kremlin. C'est la Russie qui a construit. Nous sommes reconnaissants. Ils n'ont pas laissé tomber leur peuple. La guerre, c'est une tragédie, mais ils nous aident à retrouver une vie normale. Nous n'oublierons pas ce qu'ils ont fait pour nous. Nous apprécions vraiment tout ça. Le projet de réhabilitation de Mariupol est titanesque. Comme en témoigne ce document que nous nous sommes procurés. Le pôle industriel est voué à être transformé en cité balnéaire. Au cœur de la ville, un port de plaisance. Et en lieu et place de l'usine Azovstal, une vaste plage touristique, avec pour objectif un retour à 500 000 habitants d'ici 2035. Pour appuyer sa volonté, le chef du Kremlin s'est rendu en personne à Mariupol. Il a notamment visité ce quartier modèle construit à la va-vite, en lisière de la ville. Lui, qui vit terré depuis la crise du Covid, va même à la rencontre des habitants. Ça vous plaît ici ?
Oui, énormément. C'est un petit coin de paradis qu'on a ici. Jusque dans leur cuisine. Bonjour. Entrez, s'il vous plaît. Lydia fait partie des habitants qui se sont vus offrir un appartement dans ce complexe flambant neuf. Je vais vous montrer mon appartement. Alors, il y a d'abord la cuisine, la salle de bain, les toilettes. Ici, c'est une chambre. Regardez comme elle est lumineuse et spacieuse. Depuis sa fenêtre, elle a assisté à la visite de son idole, Vladimir Poutine. Poutine, il est venu lui-même en voiture? Oui, bien sûr. Mais il est capable d'aller lui-même dans les fonds marins. Il peut voler lui-même aussi. Il peut tout conduire. C'est un véritable agent. Pas 007, mais 008. Je l'aime, un point c'est tout. Je l'aime en tant que personne. Il me plaît en tant qu'homme. Et vous comprenez, il aime les gens. Ancienne professeure des écoles, Lydia est ce que certains appellent une zombie de Poutine. Une personne convaincue par la propagande du chef du Kremlin. Elle pense même que Kiev n'a jamais été bombardé et que ce sont les Ukrainiens qui ont détruit Mariupol. Il est notre défenseur. C'est ça le plus important. Nous croyons Poutine. Et puis il ne fait rien de mal. Regardez, à Kiev, aucun immeuble n'a été détruit. Alors que, vous avez vu ce qu'ils ont fait avec notre Mariupol? Vous avez vu Mariupol? Tous les habitants de Mariupol sont-ils devenus pro-russes comme Lydia ou Irina? Pensent-elles vraiment leur louange ou parlent-elles sous contrainte? Nous avons pu remettre la main sur une séquence pourtant expurgée des images officielles du Kremlin de la visite de la ville. Au loin, depuis sa fenêtre, une femme crie à la mise en scène. Nous avons tenté de la retrouver, sans succès, elle fait profil bas. Mais son opinion est partagée par cette autre habitante de Mariupol. Nous, on pense que ces interviews que les gens donnent, ce sont des mises en scène. La personne reçoit un appartement et dans une interview, elle dit merci à Poutine. Mais merci pourquoi? De quoi il nous a libérés? Il nous a plutôt libérés de nos logements. Non, il ne faut pas chanter ses louanges. Combien de gens sont morts? Combien d'enfants sont morts? Je les ai vus de mes propres yeux quand on a fui. J'ai vu des gens avec des jambes arrachées. Ce n'est pas notre faute à nous, mais c'est leur faute à eux. Ils auraient dû s'asseoir et négocier et penser aux vies des gens. Ces voix dissonantes de Mariupol, Donetsk, Lugansk réussiront-elles à se faire entendre face aux bulldozers russes? Même si l'Ukraine ne veut pas renoncer à ses terres du Donbass, Vladimir Poutine est bien décidé à mettre tous les moyens pour l'intégrer, à marche forcée, à la Fédération de Russie.